La famille, bienvenue sur Legacy United. Je suis toujours très heureux de cette victoire au match aller face à Bilbao. Très bon point, très bon avance. Parce que là, on a la sécurité, mais maintenant, il faut savoir une chose, rien n'est fait. D'ailleurs, Ruben Amorim le précise dans sa conférence de presse en disant que tout peut basculer. Si ça se trouve, le scénario qu'on a vu dans ce match-là, ça va se passer pour le match retour, mais cette fois-ci en défaveur de Manchester United. Donc, il faut se préparer à cela, parce que notamment aussi, il a parlé des 20 premières minutes. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, non seulement pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour la force que vous me donnez. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons en fait aborder plusieurs points dans cette vidéo. Notamment, dans un premier temps, déjà on va répondre aux deux commentaires que j'ai sélectionnés. Ensuite, ça va s'enchaîner sur le interview d'après-match de Ruben Amorim, où il a abordé certains points et c'est un interview que je trouve intéressant, donc on va en discuter ensemble dans cette vidéo. Ensuite, nous allons parler des news, les différentes news qui sont apparues. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de news qui sont apparues dernièrement. Et enfin, nous allons terminer par le preview du match face à Brentford, le match à l'extérieur, dimanche à 15h. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler cette vidéo. On va direct commencer par les deux commentaires que j'ai sélectionnés. Ah oui les gars, on va pas perdre de temps. Donc le premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient du prince Aladdin, où il nous parle grosso modo que l'équipe commence à adhérer, commence à comprendre le style de jeu de Ruben Amorim. On commence à voir petit à petit la patte de Ruben Amorim. Et il a très hâte aussi qu'on gagne cette Europa League pour évidemment avoir un bon mercato. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est que oui, petit à petit, Ruben Amorim a corrigé plein de choses. Notamment, il avait parlé des coups de pied arrêtés, défensifs, et au jour d'aujourd'hui, on n'encaisse plus beaucoup de buts sur ce domaine-là, voire même, je ne me rappelle pas qu'on a encaissé dernièrement. Après, il y a aussi dans les sorties de balles, il en avait discuté à son arrivée que voilà, il fallait mieux sortir la balle, etc. Et on commence à voir que on commence à combiner proprement pour sortir la balle défensivement. Après, il avait parlé des déplacements des joueurs et on commence justement à avoir des bons déplacements. Après, dans l'avant-dernier interview qu'il avait fait, il avait parlé de Højlund. Comment aider Højlund? Et visiblement, Højlund, il commence à être important. C'est-à-dire, dans les déviations, il est présent, il commence à être solide, et il commence à peser sur la défense, notamment sur ce penalty où il pouvait se jeter. Et il y avait une action similaire aussi en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est que Højlund aussi, évidemment, c'est pas encore parfait. Je pense que petit à petit, Ruben Amorim va corriger tout cela. Et après aussi, il avait parlé des dédoublements. On voit que côté dédoublement, on commence à adhérer à cela. Et quelque chose que Ruben Amorim a corrigé aussi, c'est les solidarités défensives. Solidarité défensive parce que on se rappelle tous, l'équipe de Erik ten Hag, il était divisé, scindé en 3 parties. Tu avais l'attaque de l'autre côté, le milieu complètement exposé, et après les défenseurs. En fait, on avait une équipe qui était coupée. Et donc, c'était plus facile pour l'adversaire de nous faire mal. D'où ils arrivaient à marquer beaucoup de buts. Donc voilà, ça par exemple, celle-là, ça a été corrigé. Là, on voit une équipe solidaire, une équipe qui joue en équipe, en groupe. Donc c'est quelque chose à souligner, c'est un point positif. Donc oui, encore une fois,
il y a des joueurs qui doivent venir, d'où le mercato. Et pour cela, il faut gagner cette Europa League parce que ça va faire qu'on va gagner plus de budget de transfert pour mieux recruter. Donc voilà. Donc moi aussi j'ai très très hâte d'être à l'année prochaine. Parce que je pense que l'année prochaine, les gars, on ne sera pas comme cela. On ne sera pas comme cela. Je pense qu'on sera meilleur. Avec les bons joueurs qu'il nous faut, au bon poste qu'il nous faut, Manchester United sera que meilleur. Parce qu'aujourd'hui, personne ne nous respecte, hein, il faut se dire les termes. Crystal Palace ne nous respecte pas, les Saints, pareil, personne ne nous respecte en Première Ligue, et même en Europe. On a vu ça par exemple face à Lyon. À chaque fois, les journalistes, les commentateurs dans le match, ils disaient « Oui, mais ils sont 14e de PL, c'est jouable. » Ils n'ont même pas peur de nous. Donc voilà. Après, le deuxième commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir. D'ailleurs, c'est un commentaire qui m'a fait rigoler, les gars. Franchement. Parce que du coup, il nous dit quoi? Que Onana vient de faire 2 clean sheets. Donc, bonne nouvelle. Consécutive. Sans aucune boulette. C'est pas très rassurant pour nous, surtout pour un match délicat comme celui qui arrive. J'aurais aimé qu'il encaisse au moins un but lors du match. Tout à fait d'accord. C'est que Onana, il nous a habitués à ça en fait. Cette saison, c'est que des fois, il enchaîne une série de matchs où il est excellent. Et juste après, là où tu t'attends, ça y est, il s'est réveillé, ça y est, c'est le retour de Onana. Là, il va te plomber. Il va te le mettre à l'envers. Donc oui, Onana nous a habitués à cela. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est pas très très rassurant. Parce que qui nous dit que ce sera pas le match retour à Old Trafford où il va faire ses boulettes. J'espère encore qu'il fasse ses boulettes face à Brentford ce week-end. Comme ça, au moins, il va faire un bon match face à Bilbao. Donc voilà. Ça m'a fait beaucoup rire ce commentaire-là et c'est vrai. Petit rappel sur Onana. Onana que j'ai oublié d'ailleurs. Ah oui, j'ai carrément oublié Onana. Donc, bon petit rappel, ça fait plaisir. Sur ce, on va direct enchaîner sur les interviews de Ruben Amorim, d'après-match. Tout d'abord, il parle de Rasmus Højlund. Je pense que c'était son meilleur match depuis mon arrivée à Manchester United. Il a beaucoup aidé l'équipe, il a gardé le ballon, fait des courses, pris de bonnes décisions, c'est un bon moment, mais il doit comprendre que tout peut changer, donc il faut se concentrer sur le prochain match, c'est déjà du passé. Donc oui, clairement, Rasmus Højlund, il était précieux dans le jeu de déviation. Il a pris des bonnes décisions cette fois-ci, notamment cette passe qu'il met à Garnacho, au lieu de jouer perso comme il avait fait face à Bournemouth ou Wolverhampton. Cette fois-ci, il a fait la passe. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. On voit un Højlund qui commence à peser sur la défense, qui est là en renard de surface. Parce que Højlund, depuis les gars, on le voit quasiment jamais dans la surface de réparation. C'est dû à cela aussi que Rasmus Højlund, il marque pas beaucoup de buts. Mais cette fois-ci, il est présent dans la surface, donc évidemment, il va avoir des occasions. Maintenant, il faut qu'il enchaîne les buts pour regagner la confiance. Mais voilà, ça reste un des meilleurs matchs de Rasmus Højlund. Évidemment, certaines personnes vont dire oui, mais il était mauvais dans ce match-là. Je suis tout à fait d'accord, il était mauvais. Mais cette fois-ci, il était à un poil meilleur. Certes, c'était pas parfait, mais j'ai vu qu'il a fait beaucoup de progrès dans le domaine. Donc voilà. Et notamment aussi, Ruben Amorim, il enchaîne sur Mazraoui, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la rotation ce week-end face à Brentford, parce que par exemple Mazraoui, il est KO, il est mort, et un Patrick Dorgu, il est fatigué. Donc, on va potentiellement pas avoir ni Dorgu, ni Mazraoui, histoire aussi de préparer le match retour qui va arriver à grands pas. Donc c'est sûrement, il va potentiellement partir sur on va voir des jeunes, je pense.
Parce que sur le côté gauche, du coup, il y a Hamas qui peut jouer là. Et il y a aussi Luke Shaw. Donc, je ne sais pas comment il va s'organiser pour ce match-là. Est-ce qu'il va faire jouer Hamas à gauche et Luke Shaw à droite, ou bien c'est potentiellement le contraire? Ou sinon, peut-être qu'il va faire débuter un autre jeune au poste. Donc voilà, il y a des joueurs fatigués comme cela. Et notamment aussi, il y a Bruno Fernandes. Mais comme il l'a dit, Bruno Fernandes, après le match, il disait que, évidemment, le staff m'a dit qu'il faut que je me repose et tout, mais je les ai répondu comme quoi j'aurai tout le temps de le faire à ma mort. C'est ce qu'il a sorti, Bruno Fernandes. Donc oui, les gars, Bruno Fernandes, cette saison, ok, il y a eu des moments de doute. J'étais même le premier à le critiquer. J'étais même le premier à dire que c'était Modric Prime. Parce qu'il tentait des choses qu'il ne sait pas faire. Et ça, c'est un exemple de joueur que Ruben Amorim a su encadrer. Rappelez-vous, Ruben Amorim, à son arrivée, il a dit Bruno Fernandes, ça sera un joueur important de mon système de jeu. Je compte sur lui. Il a aussi souligné les problèmes, les faiblesses de Bruno Fernandes. Il faut qu'il sache gérer l'émotion. Il faut qu'il soit intelligent. Et devinez quoi? Bruno Fernandes, il a arrêté d'envoyer la balle devant. Ok, de temps en temps, il le fait. Mais quand il le fait, c'est dans la bonne course. C'est rare maintenant de voir un Bruno Fernandes qui ne performe pas en fait. En même temps, si Bruno Fernandes ne performe pas, l'équipe est incapable de gagner. Parce qu'on est trop dépendant de Bruno Fernandes. Et ça, c'est quelque chose que je me tue à répéter à chaque fois. Et du coup, le stade parle pour lui cette saison. Donc, le joueur, il mérite tellement, les gars. Il mérite tellement de gagner cette Europa League. Comme nous, les fans d'ailleurs. Mais avec Fernandes, il était toujours là, en fait. En vrai, je pense que le problème de Manchester United, c'était déjà depuis longtemps. Mais en fait, avec l'arrivée de Bruno Fernandes, il a un peu caché cette côté négatif de Manchester United. Tous les petits problèmes du club, il l'a caché. Parce que c'était un joueur qui avait les statistiques et du coup, on arrivait à gagner les matchs. Donc, tout ce qui allait pas à Manchester United, Bruno Fernandes, en fait, il a réussi à le cacher. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps un joueur va réussir à cacher les problèmes de Manchester United? Et c'est pour cela qu'on voit que dernièrement, on est vraiment catastrophique. L'année dernière, on termine 8e, il me semble. Cette année, on n'est même pas dans le top 10. Voilà la preuve. Il a aussi parlé de Maguire. Il a rappelé tout ce qu'il a vécu, Maguire, qu'il a connu des moments difficiles. Comme si tout ce qu'il faisait était négatif. C'est les mots de Ruben Amorim. Mais actuellement, tout ce qu'il fait aide l'équipe pour gagner des matchs importants. Donc, il doit en profiter, tandis que les autres joueurs doivent comprendre que tout peut changer dans la vie d'un footballeur. Maguire, c'est une belle leçon. Je pense que tout le monde doit s'inspirer de ce qu'il a vécu. Qu'on aime ou on n'aime pas le joueur, il a vécu les pires choses dans sa vie. Tout le monde le clashait, personne ne l'aimait. Il se faisait clasher par les journalistes. Il a perdu le brassard, son poste de titulaire. Mais au lieu de sombrer totalement, il a su se relever. Il a su se relever. Et c'est un bon exemple de ce que c'est avoir une bonne mentale. Maguire, c'est l'exemple parfait de ce cas-là. Et regardez ce qu'il fait, sauveur face à Lyon. C'est grâce à lui qu'on y croit de gagner cette Europa League en fin de saison. Et ce qu'il a fait dans ce match-là face à Bilbao, dans un moment difficile, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retrouve quasiment ailier. Et le boulot qu'il a fait en tant qu'ailier, crochet intérieur,
pour envoyer dans le vent le défenseur. Puis, quand le défenseur revient vers lui, crochet extérieur. Et là, il envoie une centre précis. Le centre, il était précis. Dans la bonne zone. Il était déposé, millimétré sur la tête de Ugarte, qui n'avait plus qu'à dévier pour Casemiro. Mais le boulot qu'il a fait Maguire pour ce but-là, c'était un boulot de ailier. C'était un boulot de ailier. Ça me rappelait Nani à l'époque. Crochet, il cherche la bonne zone pour centrer. Ou même Giggs. Et c'est Maguire, les gars, qui a fait ça. Qui a fait cela. Et d'ailleurs, il l'a précisé après le match. Hein. J'étais toujours dribbleur. Je savais dribbler. Comme quoi, la confiance change tout. Parce que Maguire, il ne nous a pas habitués à cela. Donc, je suis très très content pour lui. Hein. Donc voilà. Amorim, notamment, il est revenu sur les retours de Amad. Amad est très important. Il n'a pas encore l'explosivité en 1 contre 1, mais l'adversaire est sur ses gardes. Mata, c'est-à-dire Mathys de Ligt, est très important pour nous. Un très bon joueur, rapide, solide, bon dans la construction. Et oui, Amad n'est pas encore prêt à 100%. Pourtant, ce qu'il a fait à son entrée en jeu, c'est que dans cette équipe, c'est seulement Amad qui est capable de faire cela. Les contrôles de balles qu'il fait, et même cette manière, quand il a éliminé vers le 85e minute, je pense, ce joueur de Bilbao. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était de la magie. Bref, qu'est-ce que ça va donner quand il sera à 100%, les gars? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, je suis confiant, parce que potentiellement, le match retour, on va avoir Amad Diallo titulaire. Donc, je suis confiant. Et oui, Mathys de Ligt aussi, c'est un joueur important. D'ailleurs, il fait partie de ces meilleurs joueurs de Manchester United cette saison. Parce c'est un joueur ô combien important pour nous. Donc, voilà. Très, très heureux aussi. Donc, il enchaîne. Nous allons préparer un match contre une équipe qui a gagné aujourd'hui. C'est-à-dire hier. Et qui est dans une bonne période. Nous avons toujours la responsabilité d'être performants, mais en ce moment, nous nous concentrons davantage sur le fait de préserver des joueurs. Ce n'est pas une bonne chose à dire, mais nous devons comprendre le contexte. Et d'ailleurs, sur ce fait-là aussi, Maguire, il a ajouté qu'il va y avoir de la rotation et qu'il espère que les fans vont comprendre, mais ils vont se déplacer à Brentford pour gagner. Et oui, les gars, Brentford, en fait, ils ont battu mercredi Nottingham 2-0, il me semble. Donc c'est une équipe qui est là, c'est une équipe qui est bon. Donc pour ce qui est de ma part, je ne m'attends pas à grand chose encore une fois. Hein. Pour moi, focus sur la Ligue Europa, parce qu'on est déjà assuré pour le maintien. Donc voilà. Bilbao, focus sur Bilbao. Donc, il parle notamment de Mazraoui en disant que Mazraoui ne peut pas jouer dimanche. Il est à la limite de la blessure. Très très bien, j'aime ça. Parce que il y a un certain coach, le chauve, Erik ten Hag. Même si le joueur il est déjà à la limite, il va jouer. Il va jouer. Parce qu'il veut tellement gagner. Évidemment, on veut gagner, les gars, mais au bout d'un moment aussi, il faut penser aux joueurs. Il est fatigué, il est à la limite, il faut le faire reposer. Parce qu'on a besoin de lui pour terminer cette saison, pour notamment remporter cette Europa League. Donc, voilà. Et notamment aussi, Ruben Amorim, il a souligné le fait que c'était un bon match, c'était un bon résultat, mais il ne faut pas oublier les 20 premières minutes. Dans les 20 premières minutes, on a galéré, on a souffert et on aurait pu encaisser un but. Et notamment, il ajoute que pour le match retour, ce qui s'est passé dans ce match aller, c'est-à-dire le but, carton rouge, penalty, ce qui s'est passé dans ce match aller, ça peut nous arriver pour le match retour. Donc il faut rester concentré.
Et surtout, il faut analyser les 20 premières minutes du match aller. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Évidemment, il disait que le but, le carton rouge, ça a aidé à sortir de cette situation. Et ça, j'aime beaucoup, c'est masterclass. Il a remarqué qu'on a galéré lors de ce premier 20 minutes. Lors de ce 20 minutes. On a galéré. Donc, je suis très très content que Amorim il remarque ça. Et qu'il insiste là-dessus. Donc voilà, maintenant on va parler du match de Première Ligue ce dimanche à 15h face à Brentford, un match à l'extérieur. Donc quoi dire de Brentford? Déjà on va parler du mois d'avril de cette équipe de Brentford. Ils ont fait, je trouve, un mois d'avril solide, sérieux. Parce qu'ils ont commencé le mois d'avril face à Newcastle par une défaite 2-1. Ensuite, un match nul face à Chelsea. Ensuite, ils ont fait un match nul face à Arsenal pour ensuite gagner à domicile face à Brighton 4-2. Et ensuite, ils ont battu Nottingham Forest 2-0. Un Nottingham Forest qui est en course pour la Ligue des Champions via le championnat. Donc, il y a des joueurs qu'il faut surveiller dans cette équipe de Brentford. C'est Wissa et il y a aussi Bemo. Ils ont deux très bons attaquants. Donc il faut faire attention à cela. Encore une fois, Brentford, c'est pas une équipe qui va garder la possession de balle. Donc je pense que Manchester United va avoir la possession. Mais il faut utiliser la balle de manière intelligente et efficace. Il faut le confisquer, il faut le faire tourner, il faut mettre beaucoup de vitesse dans le jeu, il faut des dédoublements, il faut mettre beaucoup d'intensité, il faut gagner les duels. J'insiste là-dessus, gagner les duels, c'est la clé d'un match. Certes, on va pas avoir le groupe titulaire, mais on va avoir un groupe avec beaucoup de rotation, mais il faut mettre les bons ingrédients. Donc, pour le match face à cette équipe de Brentford, je vois Ruben Amorim aligner cette formation. Donc, il va partir avec Onana dans les cages, Frederiksen, Maguire, Yoro en défense, Ariamas à droite, Maïnou, Sekou Kone dans le milieu, Luke Shaw à gauche, Mason Mount, Obichido et Bruno Fernandes en attaque. Pourquoi je pars sur ces trois jeunes-là, ces quatre avec Ariamas? Parce que ces jeunes-là, ils ont fait le déplacement pour Bilbao, parce qu'il y avait en fait une séance d'entraînement juste avant le match, c'est-à-dire un jour avant le match. Et du coup, Amorim, il a décidé de sélectionner ces jeunes-là qui partaient avec le groupe pour justement cet entraînement. Et si Ruben Amorim, il était en train de préparer le match face à Brentford en même temps. Donc, il y a des fortes chances de voir les débuts de Sekou Kone et Frederiksen titulaire avec Obichido et Ariamas. Il y a des grandes chances que ces quatre jeunes-là, ils seront alignés. Donc, pour ce qui est de ma part, je serais très très content s'il aligne cette équipe-là. Donc, voilà. Donc, il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les news. Et notamment, la réponse de Ruben Amorim, qui donne une réponse claire, précise, concernant le cas de Victor Gyökeres. S'il veut venir à Manchester United pour jouer la Ligue des Champions, alors il ne viendra pas. C'est clair, net. Nous voulons des joueurs qui veulent représenter United, pas des joueurs qui veulent jouer certaines compétitions. Et j'ai adoré cette réponse, c'est une masterclass. Et on a marre de ces joueurs qui veulent seulement venir si on joue sous certaines conditions. Si on joue la Ligue des Champions, je vais venir. Ce qu'il nous faut, les gars, imaginez un peu le dégât. Imaginez, on se qualifie en Ligue des Champions, en gagnant cette Europa League. Donc là, Victor Gyökeres, il va venir. Le board va l'acheter. Donc il va venir. Et en arrivant à Manchester United, conférence de presse, de présentation, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, j'ai toujours rêvé de jouer pour cette équipe, c'était l'équipe de mes rêves, manani, nanana, nanana. Alors qu'il avait imposé des conditions pour venir, en disant que si United joue la Ligue des Champions, c'est là que je viens.
Il y en a marre de ce genre de joueurs. Les joueurs qu'il nous faut en ce moment, c'est des joueurs qui comprennent la situation actuelle, mais malgré cela, ils aiment tellement le club qu'ils veulent venir pour aider cette équipe. C'est ce genre de joueur qu'on a besoin. C'est pour cela que c'est une masterclass qu'il a fait Ruben Amorim. Donc, on enchaîne. Il y a l'Atlético Madrid qui est intéressé pour Anthony. Et ça, on le savait déjà depuis un certain temps que l'Atlético aimerait bien avoir Anthony. Mais cette fois-ci, ils se sont renseignés auprès de Manchester United. Et United demande une somme entre 40 et 50 millions d'euros. Franchement, si on arrive à le vendre pour cette somme-là, alors là, c'est bien. C'est bien. Parce qu'il y a encore 6 mois de cela, personne voulait acheter Anthony pour ce prix-là, les gars. C'est juste parce qu'il a fait ce prêt en Espagne, où il est excellent, il est décisif, ce qui fait que sa valeur marchande, elle augmente. Pour rappel, on l'a acheté à 100 millions d'euros. Voilà. Donc, alors là, on nous a pris pour le dindon de la farce, les gars. Le Real Madrid veut se servir de Manchester United pour recruter Álvaro Caceres. La blague du siècle. Donc, pour rappel, Benfica réclame 60 millions d'euros si quelqu'un veut l'acheter. Mais le Real Madrid souhaite que United active sa clause de rachat de 18 millions et lui revendre contre 30 à 35 millions d'euros. On nous a pris pour le dindon de la farce. C'est vrai qu'on a mis une clause de rachat sur ce joueur-là. C'est vrai qu'on a mis cette clause de rachat. Mais de là à dire que le Real Madrid veut se servir de nous, non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on va réactiver cette clause de rachat sur Álvaro Fernandez, c'est pour le recruter pour jouer, pour représenter Manchester United. C'est pas pour aider un Real Madrid. Leur magouille là, aller chercher des joueurs libres, se servir de telle équipe pour l'avoir à moitié prix, non merci. Il est temps que ça s'arrête. Donc voilà. Et enfin, pour finir avec les news, on parle là de Jonathan Tah, le défenseur de Leverkusen. Je vous rappelle que le joueur, il est libre de tout contrat à la fin de la saison. C'est un très très bon défenseur central. Et là, il y a eu des discussions avec les représentants du joueur. Donc, Manchester United est intéressé évidemment par le joueur. Mais je me dis, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'en fait, côté défenseur central, on est plutôt bien fourni. C'est pour cela que je me dis, si on doit vraiment recruter un défenseur central, il faut plutôt recruter un défenseur central qui est capable de jouer piston. Et du coup, c'est son coéquipier qui est plus intéressant, Hincapié. Parce qu'Hincapié peut jouer piston gauche, en même temps défenseur central. Donc, si on doit acheter quelqu'un, ça sera plutôt pour ma part, et d'ailleurs je l'ai mis dans mon mercato de rêve, acheter Hincapié, pas Jonathan Tah. Après, Jonathan Tah, ça reste gratuit, les gars. Mais il y a quand même des primes qu'on doit donner aux joueurs. Hein. Donc voilà. J'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. Si cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.